Merci mon père, messieurs les abbés, chers amis. Lorsque j'ai écouté avec vous tout à l'heure la conférence du professeur Bouscaut, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'harmonie qu'il y a dans ses descriptions. Toutes ces sociétés qu'il nous a décrites, depuis l'État jusqu'à la famille, en passant par les corps intermédiaires, tout ceci est merveilleusement agencé. C'est bien naturel, puisque ce sont des sociétés naturelles, voulues par le Créateur, qui est toute harmonie. Il a donc décrit la société saine. Et moi, je vais vous décrire la société malade, qui est la nôtre. Et pour vous donner un aperçu de toutes ces maladies qui nous minent, qui minent notre société, j'ai pris 3 exemples pris dans l'actualité la plus récente. Premier exemple, la Coupe du monde de football. Je ne vous cacherai pas que je ne me suis jamais tellement intéressé au football, mais ce qui m'a intéressé ici, c'est notre équipe, l'équipe de France de football. Eh bien, pour ceux qui mettent en doute la théorie du grand remplacement, je crois qu'ils ont eu là quand même un élément pour le moins de réflexion. Alors je jette la pierre à personne, simplement, à l'œil nu, on voit que cette équipe, elle est un peu différente de l'ensemble de la France. Parce qu'en France, il y a des Africains, mais là, dans cette équipe, il semble qu'il y en avait quand même sensiblement plus que dans la moyenne de notre pays. Eh bien, cette équipe, je crois, elle préfigure, au moins en partie, la France de demain. Alors, je ne dis pas ça dans un but polémique, je dis ça simplement pour vous donner un premier élément de réflexion. Deuxième élément de l'actualité, la panthéonisation de Simone Veil. L'archevêque d'Avignon a dit qu'il en avait pleuré, ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup d'histoires, y compris les excuses du responsable de la messe à France Culture, qui est quasiment venu demander pardon pour ce qu'avait dit cet évêque, qui finalement n'exprimait simplement que la sensibilité d'un évêque catholique. C'est pas si fréquent pour être souligné. Donc, la panthéonisation de Simone Veil. Là encore, il s'agit de jeter la pierre à personne, mais quand même, il est frappant de voir qu'on a mis au Panthéon, dans ce temple laïque, qui est au départ d'ailleurs une église catholique, les laïcs n'ont fait que voler une église pour en faire leur temple, ils ont écrit au fronton « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors, que des personnes puissent être reconnaissantes à Simone Veil, je le déplore, mais ça ne m'étonne pas, ça n'est pas illogique. Je veux dire, des gens qui considèrent qu'un enfant à naître est un gêneur et qu'il faut s'en débarrasser par tous les moyens, qu'ils soient reconnaissants à Simone Veil de leur avoir donné ce droit, puisque c'est considéré comme tel aujourd'hui, le droit d'avorter, qu'ils soient eux reconnaissants, je le déplore, mais je le comprends. Mais que la patrie puisse être reconnaissante, c'est absurde. Car au bas mot, depuis l'adoption de cette loi en 1975, c'est 10 millions de Français, vraisemblablement, qui n'ont pas vu le jour. 10 millions de Français qui, aujourd'hui, manquent à l'appel, d'une certaine façon. C'est donc une catastrophe pour la patrie. Troisième exemple pris dans l'actualité, c'est le plus anecdotique, mais il n'est pas sans intérêt, il est en tout cas très révélateur. C'est l'Assemblée nationale qui a affiché les couleurs LGBT. Donc pour rendre honneur au lobby, elle, c'est les lesbiennes, etc. Enfin bon, vous connaissez. Et voyez-vous, ce qui m'intéresse le plus dans ces 3 éléments, c'est le lien qui est entre les 3. Au fond, qu'est-ce qu'on glorifie dans notre pays ? Eh bien, on glorifie les personnes qui ne vont pas dans le sens de la fécondité. Simone Veil, l'avortement, les sexualités infécondes par nature. C'est ainsi, c'est pas faire de la discrimination de le dire, mais quand une femme se marie avec une femme ou un homme avec un homme, il y a peu de chances qu'ils aient des enfants, sauf à faire intervenir des procédés externes. Mais ce n'est pas leur couple, en tout état de leur couple, entre guillemets, qui sera fécond. Tout se tient. J'ai la conviction, pour ce qui me concerne, et je crois que c'est la conviction d'un grand nombre d'entre vous, que l'immigration que nous subissons
l'immigration en soi n'est pas un mal, mais quand ça atteint un certain niveau, ça finit par être un mal, ça finit par poser des problèmes à la société. D'ailleurs, maintenant, tout le monde s'en rend compte, de plus en plus de gens. L'immigration est liée à la dénatalité. Et d'ailleurs, c'est en cela que ceux qui ont promu cette théorie du grand remplacement ont raison. Ce n'est pas seulement l'arrivée de gens nouveaux, mais c'est des Français qui ne naissent pas, et à leur place arrivent des gens dont on va faire des Français. Et donc, d'une certaine façon, et là encore, je ne voudrais pas le dire dans un but polémique, mais d'une certaine façon, quand vous voyez ces Africains dans les rues, et il y en a de très bien d'ailleurs qui s'intègrent parfaitement, qui sauvent des Français, des petits-enfants qui tombent par le balcon, etc. Donc, on ne dit pas que en soi c'est un mal, mais enfin, ça pose, je le répète, quand même des problèmes. Eh bien, chaque fois que vous voyez d'une certaine façon un Africain, vous pouvez vous dire que ça aurait pu être un Français de souche, comme on dit, un souchien, comme on dit de manière d'ailleurs pas du tout polémique. Parce que si c'est nous qui avions inventé, on aurait dit qu'on avait la haine, etc. Mais comme c'est nos adversaires qui parlent de sous-chien, on dit que c'est très bien. Parce que sous-chien, ça veut dire de souche, mais ça veut dire aussi en dessous du chien, hein, si on écoute les mots. Hein. Bon. Sinon, on avait dit ça, ça aurait été de la haine. Bon, mais eux, c'est très bien. Donc, c'est d'une certaine façon, chaque fois que vous voyez un immigré dans la rue, et je répète que certains, et moi j'en atteste en tant qu'ayant enseigné longtemps à l'université, et d'ailleurs, comme directeur de thèse, je n'ai eu que des Maghrébins, des gens du Moyen-Orient, etc. Jamais eu un Français de souche. Je savais que s'ils faisaient leur thèse avec moi, ils ne rentreraient pas à l'université. Donc ils sont allés frapper ailleurs. Mais tous ceux dont personne ne voulait, moi j'ai fait faire leur thèse. Des Africains, des gens du Maghreb, etc., de l'Afrique noire, Maghreb, Moyen-Orient. Et j'en ai eu qui étaient des étudiants merveilleux, la question n'est pas là. Mais on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas de façon délibérée que ce grand remplacement a été mis en place. J'en prends qu'un seul exemple et je vous laisse à vos réflexions. 1975, la loi sur l'avortement. 1976, la loi sur le regroupement familial. C'est quand même clair. Et ça n'est pas le seul exemple, on pourrait en trouver d'autres. Alors, il y a derrière tout cela une construction qui est logique. J'allais dire satanique, le mot a failli m'échapper, j'ai fini par le lâcher. C'est très intelligent tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mélanger les gens de tous les peuples, pour des raisons diverses et variées qu'on essaiera de voir chemin faisant. Et donc, derrière tout cela, il y a bien, comme ils disent, un plan concerté. Il y a bien un plan concerté. Ils ont délibéré au niveau international, c'est pas seulement au niveau national. Au niveau national, vous avez des marionnettes qui appliquent les décisions prises dans les cénacles internationaux. Mais ils ont décidé ce brassage des populations, et de ce point de vue, la France est un des exemples les plus emblématiques. Alors, quelle est l'idéologie qui est derrière ? Eh bien, donnons-lui un nom, c'est le droit de l'hommisme. C'est-à-dire cette conception selon laquelle l'essentiel, la valeur essentielle dans la société, ce sont les droits de l'homme. De même que pour les nationalistes, l'essentiel, c'est la nation. Pour les libéraux, libéralistes, donc l'essentiel, c'est la liberté. Eh bien, pour eux, l'essentiel, c'est les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, ils apparaissent en 1789. C'est une idéologie qui va se développer considérablement depuis, je vais vous le montrer, et qui repose sur des principes qui sont faux. Alors on va me dire, oui, ça c'est votre point de vue, vous pensez que c'est faux, d'autres pensent que c'est vrai, mais 5 minutes de réflexion, me semble-t-il, permettent de vérifier que cette idéologie, elle repose sur des faussetés et elle conduit à des maladies sociales. D'abord, élément de fausseté, je disais que tout est faux dans les droits de l'homme. Ben, dans les droits de l'homme, vous avez les droits et l'homme, et bien ils se trompent et sur l'homme et sur le droit. D'abord, ils se trompent sur l'homme. Tout à l'heure, le père Joseph citait Charette, et Charette mettait le doigt sur l'essentiel. Et au passage, il nous disait, c'est un point très important, c'est que ça a été un grand chef de guerre, mais s'il a été un grand chef de guerre, c'est aussi parce que derrière, il y avait une idéologie, au meilleur sens du terme, il y avait des convictions. Il avait un esprit organisé, il ne suffit pas seulement de vouloir batailler. Là, on est un activiste. Si on veut être efficace, il faut bien comprendre les choses. Et Charette avait compris l'essentiel. Qu'est-ce qui nous oppose à cette France révolutionnaire ? C'est que nous, dans la lignée d'Aristote, nous sommes des réalistes.
nous regardons l'homme tel qu'il est, alors qu'ils ont une idée de l'homme. C'est pour ça que même ceux qui citent la formule du général de Gaulle, je me suis toujours fait une certaine idée de la France, bien, d'une certaine façon, cette formule, elle est gênante. Parce que pour nous, la France, ce n'est pas une idée. La France, c'est une réalité. C'est la terre qu'on a sous les pieds. Et puis, c'est toute la culture française. Ça ne sont pas des idées, c'est le peuple français. Ce sont des réalités charnelles. Alors, qu'est-ce que l'homme ? De ce point de vue, les révolutionnaires commettent une très grave erreur en partant d'une vérité. C'est souvent le cas, d'ailleurs, notamment les hérétiques, ils sortent tous de l'Église d'une certaine façon. Donc au départ, ils ont de bonnes idées, puis ils deviennent hérétiques. Et ils sont pires que ceux qui ne sont pas chrétiens. Là, c'est un peu ce qui se passe avec les droits de l'homiste. Ils partent d'une idée qui est juste et à laquelle nous sommes profondément attachés. Ils croient à la nature humaine. C'est pour ça que quand on veut faire de nous des racistes, etc., c'est absolument stupide. Qui, plus que nous, peut défendre l'idée qu'il y a une seule nature humaine ? Puisque nous croyons, et nous sommes sans doute les derniers dans l'Église, ou à peu près, nous croyons que tous les hommes viennent d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, et nous pensons en plus que dans le ciel, nous avons un même Père, notre pire ennemi. Hein ? Je ne prendrai pas d'exemple, mais notre pire ennemi, imaginez votre pire ennemi, c'est notre frère. Et qu'est-ce qu'on lui veut ? Du bien. Et de surcroît, on est catholique, c'est-à-dire universel, donc on a cette vision. On se sent profondément unis à ces cardinaux africains, qui souvent valent mieux que les cardinaux européens. Donc, nous croyons qu'il y a cette nature humaine. Mais nous croyons aussi que les hommes sont tous différents les uns des autres. Et vous voyez, les droits de l'homiste, ils disent qu'il y a une nature humaine, tous les hommes sont pareils. Donc les hommes, les femmes, ci et là, les bébés, les vieux, tout pareil. Non, c'est pas tout pareil. Il y a des différences entre les hommes. Si vous voulez, un peu comme il y a des différences entre les vins. Le vin, c'est toujours du vin, c'est fait avec du raisin, c'est fermenté. Mais ton vin que tu as amené hier, c'était du Montbazillac, c'est ça ? Eh bien, c'est autre chose que le petit vin qu'on va acheter et qui non seulement n'est pas bon, mais qui en plus va vous tuer le foie, comme disent, ou l'estomac, comme disent les jeunes aujourd'hui. Tout ça, c'est du vin, mais c'est pas pareil. Eh bien, les hommes, ils sont tous différents les uns des autres. Il y a des différences individuelles, il y a des différences collectives. Et l'État politique doit intégrer ces différences. Si vous niez cette réalité, si vous dites tous les hommes se valent, eh bien, vous faites des lois qui interdisent de réprimer ceux qui font le mal et d'encourager ceux qui font le bien. Et donc, vous avez une société malade comme celle que nous avons aujourd'hui. Au passage, ces droits de l'homiste, ils croient à une nature humaine, mais ils ne connaissent pas l'essentiel de cette nature humaine. L'essentiel, c'est que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. C'est quand même le point important. Donc, si d'emblée, vous mettez ça de côté, c'est difficile de construire un système politique sur une aussi fausse conception de l'homme. Et puis, deuxième élément, l'homme, il est pécheur. Pas oublier ça non plus. Parce que si vous partez du principe, comme Rousseau, que l'homme est bon et que la société le corrompt, vous avez peu de chances d'arriver à construire une bonne société. Parce que vous partez déjà de l'inverse de la vérité. Alors, quelles sont donc les différences que les hommes droits de l'homiste oublient ? La première de ces différences, c'est celle de l'âge. Le début de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Naissent. Et vous avez rappelé tout à l'heure, mon père, cette image que Maurras prend au début de Mes idées politiques, l'image du petit poussin. Petit poussin, avec son bec, il casse la coquille, et puis il se met à courir. Il s'en faut de peu, dit Maurras, qu'il soit libre. Il pourrait crier, s'il pouvait parler, il pourrait crier « Je suis libre ». Mais le petit enfant, il n'est pas libre. Vous l'abandonnez sur la table pendant quelques jours, même quelques heures parfois, et il est mort. Il est totalement dépendant de son entourage. Donc quand on est totalement dépendant, on n'est pas libre, par la force des choses. Donc poser dans une déclaration, au début de cette déclaration, que dès leur naissance, les hommes sont libres et égaux, est absurde. Et d'ailleurs, ces hommes qui font la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils vont prendre
dans la pratique des décisions exactement contraires à cela. Puisque, par exemple, le droit de vote, ils ne vont pas le donner aux jeunes, pas aux enfants, pas aux bébés évidemment, mais même pas aux jeunes. Ils vont le donner aux hommes de plus de 25 ans. Et il faut savoir qu'en 1789, un homme de 25 ans, ça correspond à un homme de 35. Bon poids aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on mûrit plus tôt et on meurt plus tôt. Donc on est plus vite adulte. Donc fixer ce seuil à 25 ans, c'est pratiquement éliminer la moitié de la population française. Bon, comme en plus on élimine les femmes, elles ne votent pas, donc ça fait finalement assez peu de gens qui peuvent s'exprimer. Donc ils reconnaissent bien implicitement que tous les hommes ne sont pas libres et égaux dès leur naissance, puisqu'ils ne donnent pas les droits identiques à tous selon les âges. Et plus encore dans le Code civil fait par Napoléon sur les principes de la Révolution, sur l'individualisme des droits de l'homme, eh bien vous avez le principe selon lequel les enfants ne peuvent pas exercer de droits. Ils sont, on dit, incapables. Ils ont des droits, mais ces droits sont exercés par les parents. Donc ils ne sont pas dans la même situation que les adultes. Donc on part du principe que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, puis quand on fait la loi, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à de telles absurdités que la loi nie des vérités évidentes. Mais à l'époque, ils sont bien obligés de se rendre compte que les enfants ne peuvent pas être traités comme les adultes. Donc première différence, la différence de l'âge. Au passage, il y a nous une différence qu'on nie et qu'ils ont placée comme essentielle, c'est la naissance. Parce que pour nous, le petit enfant avant de naître et le petit enfant né, c'est la même chose. Enfin la même chose si l'on peut dire. C'est le même être, c'est la même personne. Alors, ne discutons pas des origines de la vie, de la conception, mais où l'on voit l'absurdité de leur système. C'est que, je vais prendre un exemple concret, le médecin accoucheur, il prend l'enfant dans ses bras, à un moment dit attention, il laisse tomber l'enfant est mort. Homicide par imprudence, homicide involontaire. Mais, et c'est un cas concret que je prends là, cette dame qui va accoucher dans une clinique, elle a un accident de la circulation, et qui plus est, par un chauffard en état d'alcoolémie très avancé. Et elle perd son enfant juste avant d'arriver à la clinique. Eh bien, la Cour de cassation nous dit que ce n'est pas un homicide involontaire, alors que c'est le même être à quelques heures d'intervalle. Donc on voit toutes les absurdités de leur système. Mais c'est normal que ce système soit absurde, puisqu'il est faux. Et la fausseté conduit nécessairement à l'absurdité. Première différence, la différence d'âge. Deuxième différence, la différence de sexe. Alors ça, c'est une différence qu'ils ont parfaitement intégrée en revanche, y compris les plus gauchistes d'entre eux. Je pense à Sylvain Maréchal, qui a écrit des discours hyper communistes. Au moment du consulat, il écrit une brochure en expliquant en substance, c'est amusant, je vous donnerai les références sur Internet si vous voulez, il explique en substance que seuls les hommes doivent apprendre à lire, à écrire, etc., que la femme c'est un être inférieur et tout. Et ce type-là, c'était un des plus révolutionnaires des révolutionnaires. Donc tout ça pour dire qu'ils ont parfaitement intégré la différence de sexe. Et d'ailleurs, quand la boîte d'Olympe de Gouges a fait sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ils ont vu ça d'un très mauvais œil. Et à la première occasion, ils lui ont coupé le cou. Donc on voit qu'ils n'étaient pas du tout féministes. Donc au début, il n'y a pas de différence de sexe. Mais ce qu'on va voir, c'est que leur idéologie conduit nécessairement... je veux dire, de leur temps, il y a une différence très nette entre les sexes, mais leur idéologie va conduire tout naturellement à gommer toutes les différences de sexe. À partir du moment où l'homme est un être abstrait, eh bien, homme, femme, jeune, vieux, blanc, noir, français, étranger, tout ça, ça compte pas. Il n'y a aucune différence. Troisième différence, alors celle-là, au contraire, ils l'intègrent, à la différence du sexe qu'ils intègrent, celle-là, ils ne l'intègrent pas du tout, alors qu'elle existe bel et bien, c'est la différence de culture. Quand on dit que l'homme n'est pas un être abstrait, ça veut dire qu'il y a dans l'homme un certain élément charnel, un élément qui tient à sa vie, qui tient à ce qu'il a reçu. L'homme ne reçoit pas seulement des gènes, il reçoit une éducation, il reçoit une culture, il reçoit un patrimoine dans tous les sens du terme. Et là, vous connaissez tous, je pense, la fameuse phrase de Joseph de Maistre,
qui dit « l'homme n'existe pas ». Il dit « dans ma vie, j'ai rencontré des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, et être persane, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré. S'il existe, dit-il, c'est bien à mon insu. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il veut dire qu'il n'y a pas d'homme. Il y a une nature humaine, mais qui est incarnée dans tel homme, telle personne, tel groupe, etc. Et c'est pour cette raison que, comme on le disait tout à l'heure, poser qu'il y a un régime qui est bon pour tout le monde à toutes les époques, c'est absurde. Et déjà Solon en avait fait justice quand on lui a demandé, c'est, vous savez, le sage législateur d'Athènes, on lui dit, mais quel est le meilleur régime politique? Solon répond, dites-moi d'abord à quelle époque et pour quel peuple. Parce qu'un régime politique doit tenir compte de la réalité humaine. C'est tellement vrai que même Charles Maurras disait que pour lui, la monarchie, ce n'était pas le meilleur régime dans l'absolu. Il dit, moi, je ne travaille pas sur le meilleur régime dans l'absolu. Je sais qu'en France, c'est celui qui convient. Mais il faut tenir compte de la réalité des peuples. Et au passage, quand Joseph de Maistre dit sa fameuse phrase que l'homme n'existe pas, il le dit juste après avoir parlé de la Constitution qui vient d'être adoptée en 1795, Constitution du Directoire. Et il dit justement, le problème de cette Constitution, c'est qu'elle est faite pour l'homme. Elle est faite pour l'homme, au lieu d'être faite pour le peuple français en 1795. Quatrième différence, la différence de nationalité. Là encore, les révolutionnaires n'ont pas totalement occulté cette différence, puisque leur déclaration s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, si l'on est citoyen, c'est qu'on a la nationalité française. Mais il est vrai qu'il ne donne pas beaucoup de place à cette citoyenneté. Il est vrai aussi qu'il y a, quand on lit attentivement la déclaration, des passages où l'on voit qu'il s'agit plutôt de droit du citoyen et non pas du droit de l'homme. Enfin, il y a une différence essentielle entre les hommes, c'est leur valeur. Horresco référence. Ben oui, il y a des bons et des méchants. Tous les hommes ne sont pas bons, et d'ailleurs tous ne sont pas méchants non plus. Et il faut tenir compte de cette réalité. Le Code civil, d'ailleurs, le reconnaissait en parlant du bon père de famille. Bon père de famille, il a des enfants, il apporte à l'État, il se comporte bien, etc. Puis à côté, vous avez le sale type qui, ou bien n'apporte rien, voire en plus est franchement nuisible. Il vole, il tue, etc. Et donc on ne peut pas traiter tous les hommes de la même façon. Et c'est pour ça que quand ils viennent nous dire avec leurs bons sentiments, mais la nature humaine et tous les hommes ont la même nature, les hommes ont une dignité humaine. Oui, ils ont tous la même dignité parce qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Mais être à l'image de Dieu, ben c'est comme une photographie. Quand vous faites des photos, il y en a qui sont super réussis, on reconnaît tout de suite la personne. Puis il y en a d'autres, on ne reconnaît pas du tout la personne. Et quand vous voyez un saint, vous avez une assez bonne idée de Dieu. Enfin, autant qu'on puisse avoir une idée de Dieu. Mais quand vous voyez le dernier des criminels, vous avez très peu d'idées de Dieu. Donc tous les hommes ne se valent pas. Donc là, il y a une grosse arnaque avec cette histoire de dignité humaine. La dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité de l'être. Tous les êtres ont la même dignité dès lors qu'ils sont êtres humains. Mais tel homme en particulier n'a pas la même dignité que son voisin. Celui qui fait le bien a plus de dignité que celui qui fait le mal. Une fausse conception de l'homme, une fausse conception du droit. Alors là, je vais dire quelque chose de très trivial pour les juristes, mais pour les autres. Le mot droit a deux sens. Les juristes parlent de droit objectif et de droit subjectif. Alors, droit subjectif, le droit objectif, c'est la règle de droit. Par exemple, vous prenez un code pénal, article 1, article 2, article 3, ça c'est du droit objectif. Donc, si tu voles, tu auras telle peine, etc. Donc c'est une règle générale qui s'applique à tout le monde, qui est contraignante. Exemple, dans le Code civil, la plus célèbre des règles, c'est l'article 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, etc. C'est la traduction juridique d'un principe bien connu, qui casse les vers, les paye. Sauf que les juristes disent ça beaucoup mieux, parce qu'au lieu de parler de vers et de payer, ils parlent de tout fait quelconque et ils parlent de réparation. Et c'est d'ailleurs l'article qui est le plus utilisé dans les tribunaux. Pratiquement, vous allez passer une heure dans un tribunal, ça serait bien étonnant que vous n'entendiez pas citer l'article 1382. Ça, c'est du droit objectif. Puis le droit subjectif, c'est non plus du côté de l'État qui fait la loi,
Mais du côté de l'individu qui revendique un droit, c'est une prérogative qui est revendiquée par l'individu. J'ai le droit de. Même les enfants aujourd'hui, les petits-enfants, j'ai le droit de faire ceci, faire cela. C'est une des premières choses qu'ils comprennent. J'ai le droit de faire ceci, de faire cela. Alors si on regarde l'évolution historique, on voit par exemple que dans les pays antiques, en particulier la Grèce, le droit subjectif est inconnu. Contrairement à ce qu'on nous dit quand on nous sort Antigone, en disant mais Antigone, le droit naturel. Mais quand vous lisez Sophocle, c'est très clair. Antigone, elle vient, vous savez que c'est l'histoire de la sœur qui se bat pour que son frère ait une sépulture. Et puis le méchant Créon, qui en fait n'est pas si méchant que ça, le méchant Créon refuse la sépulture parce que le mauvais frère s'est dressé contre l'État. Ça, c'est un crime inexpiable. Eh bien, Antigone, elle ne vient pas dire à Créon, mais mon frère a le droit d'être enterré. Ça, c'est l'Antigone du XXe siècle. Mais elle vient dire à Créon, tu n'as pas le droit de faire cela. Pourquoi ? Parce que les dieux te l'interdisent. Ce n'est pas le droit naturel qu'elle invente. Enfin, c'est le droit naturel, mais c'est le droit naturel et divin. Parce que les dieux te l'interdisent. On est là tout à fait dans la logique du droit objectif. Et vous observez que ce droit est tout à fait protecteur. Elle pourrait venir en disant, mais tu n'as pas le droit, mon frère a le droit d'avoir une sépulture. Mais il suffit qu'elle dise à Créon, tu n'as pas le droit, ça a autant de valeur. Et des sociétés ont vécu pendant des millénaires, respectant au moins aussi bien les droits de l'homme qu'aujourd'hui, sans avoir besoin d'invoquer ces droits subjectifs. Alors voilà quelle est l'idéologie de départ. Et on voit qu'au départ, il y a déjà un certain nombre d'idées qui sont en place et qui sont très mauvaises. Mais on voit aussi que les révolutionnaires, parce qu'ils ont beau être révolutionnaires, ils ne sont pas complètement idiots, ils se rendent compte quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ceux qui viendront après seront suffisamment idiots pour non seulement les dire, mais les mettre en pratique. Parce qu'on s'habitue finalement à des choses absurdes. Par exemple, quand on a fait le Pax, on a dit à ces gogos français, ah oui, mais on fait le Pax, comme ça on ne fait pas le mariage homosexuel. Et puis quand on a eu le Pax, on a dit, bon, maintenant parce qu'on a le Pax, on fait le mariage homosexuel. Ah oui, mais attention, on ne fait pas l'adoption par les couples homosexuels. Puis là, on commence à les préparer en leur disant, mais il n'y a pas de raison. Bon. Donc, progressivement, on voit que cette idéologie détruit la société. Je vais vous montrer comment. D'abord, cette différence de sexe, qui était encore reconnue par les révolutionnaires. Il faut dire, il n'y avait que des hommes à l'Assemblée nationale. Les États généraux, ils se proclament Assemblée nationale, il n'y a que des hommes. Cette différence de sexe, progressivement, elle va être gommée. D'abord, sur un point, le droit de vote. Ils ont beaucoup tardé à donner le droit de vote aux femmes. Vous savez pourquoi ? On a eu le droit de vote aux femmes bien après les Turcs, par exemple, ces affreux Turcs. Parce que le problème, c'est qu'en France, les femmes, elles étaient catholiques. En Turquie, elles étaient musulmanes. Donc ça ne gênait pas du tout l'État musulman d'avoir des femmes musulmanes qui votaient. Mais en France, ça gênait beaucoup l'État maçonnico-républicain, pardonnez le pléonasme, d'avoir des femmes catholiques qui votent. Donc on leur a refusé le droit de vote le plus longtemps possible. Et on leur a donné en 1944 quand on n'a vraiment pas pu faire autrement. Mais on est allé au-delà. On a de plus en plus gommé toutes les différences entre les hommes et les femmes. Pensez à l'habillement, par exemple, mais plus généralement au mode de vie. Eh bien, l'étape ultime, c'est le mariage homosexuel. À partir du moment où l'homme est rigoureusement égal à la femme, si un homme préfère se marier avec un homme, une femme avec une femme, on voit difficilement ce qu'on pourrait objecter à cela. S'il n'y a pas de différence, je dirais, ontologique entre l'homme et la femme, je reviendrai sur ce point. Donc, pas de différence de sexe, il n'y a que des individus, puis alors évidemment, à terme, c'est le genre. D'ailleurs, bon, moi, je me sens ceci. Bon, on me dit que je suis un homme, mais en fait, je suis une femme. Bon, allez savoir. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'éléments naturels. On est dans l'idée. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on a. C'est pas ce qu'on est, c'est pas ce que la nature ou le créateur nous a fait. C'est l'idée qu'on a. Et demain, un type viendra dire, moi, je me sens orang-outang et je veux être reconnu comme orang-outang. Qu'est-ce que vous voulez lui objecter ? Puisque c'est dans sa tête que ça se passe. Problème de sexe, donc plus de sexe. Eh bien, évidemment, ce qui en découle immédiatement, c'est la famille. À partir du moment où il n'y a plus de sexe, et tout à l'heure, le professeur Bousseco le disait, dans le Code civil, il n'y a pas la famille. D'où la phrase que vous avez citée, je crois, mon père, c'est la fameuse phrase de Ernest Renan. Ernest Renan, c'était un bon républicain. On ne peut pas dire un mauvais républicain, c'est un pléonasme. Lui, c'était un bon républicain. Et donc, comme... je veux dire par là que c'était vraiment le républicain bien reconnu comme tel par ses amis.
Mais il avait deux particularités, trois même. Il était intelligent, il était par moments honnête, puis il était peut-être déhonnête pour la troisième raison, c'est qu'il avait été longtemps au séminaire. Donc il avait quand même reçu une bonne formation, même s'il avait mal tourné par la suite. Et Ernest Renan, il a suffisamment d'honnêteté, il y en a quelques-uns à cette époque-là, pour se poser la question au moment de la défaite de 1870, comment cela est-il possible? Parce que pour les Français, être battus par les Prussiens en 1870, c'est presque comme si on était envahis, j'allais dire par les Belges, mais je ne voudrais pas faire de peine à notre ami, mais par les Monégasques. Voilà, c'est un petit pays qui nous mettait à genoux. Donc c'était inimaginable. Et donc, il se pose la question et il voit finalement, il redécouvre toute la pensée révolutionnaire. Et il voit en particulier la nocivité de cette idéologie individualiste. Et là, il y a cette phrase merveilleuse, il parle du code civil, un code de loi qui semble avoir été fait pour un citoyen idéal, on revient toujours à cela, l'idée, pas la réalité, naissant enfant trouvé et mourant célibataire. Il n'a pas de parents, il n'a pas de conjoint. Naissant enfant trouvé, mourant célibataire. Et il continue. Où l'homme avisé est l'égoïste qui s'arrange pour avoir le moins de devoirs possible. Quelle description de notre société. Le moins de devoirs possible. Et oui, les droits, les droits, les droits. Alors que si on dit les devoirs, les devoirs, les devoirs, Auguste Comte avait une phrase très juste là-dessus. Il disait il faut remplacer cette société de l'orgueilleuse revendication des droits pour celle de la paisible détermination des devoirs. Le moine qu'on avait rencontré avec Isabelle, mon épouse, quand on s'est mariés, il avait dit ce qu'il faut, c'est pas vous mettre dans une position de droit, mais de devoir. C'est beaucoup plus facile, vous verrez. Parce que quand on regarde les devoirs qu'on a vis-à-vis du conjoint, la liste est toujours beaucoup plus courte que quand on cherche les droits. Donc ça facilite les relations humaines et familiales. Un code, dis-je, un tel code, dis-je, c'est Renan qui parle, ne peut engendrer que la faiblesse et la petitesse. Alors les conséquences de cela, je pense qu'on les verra dans une autre conférence, mais elles sont évidentes. Le divorce, évidemment, si on est dans une conception individualiste, si on est une conception du droit, je t'aime, on reste ensemble, je t'aime plus, on se sépare. Et les enfants, ils se débrouilleront bien. On n'a pas de devoir. Donc, divorce, donc dénatalité, donc immigration, donc délinquance. Ah, Resco, vous nous parlez de la délinquance comme liée à l'immigration. Oui, elle est liée à l'immigration. Mais dire ça, ce n'est pas être raciste. Je vous renvoie au livre de Maurice Barrès à la fin du 19e siècle, Les Déracinés. Très belle histoire, d'actualité. L'histoire de 5 Lorrains qui vont à Paris. Ils étaient tranquillement dans leur Lorraine, avec les pieds bien enracinés dans leur terre, dans leur famille, avec leurs amis, tous les cadres locaux. Et ils vont à Paris, ils sont déracinés, abandonnés à eux-mêmes. Et ils tournent plus ou moins bien, l'un d'entre eux devient criminel et il est condamné à mort. Et le dernier chapitre s'intitule « Déraciné, décapité ». Quel saisissant raccourci. Et c'est pas parce qu'il était arabe, africain ou albanais ou que sais-je. C'est parce qu'il est déraciné. Et ces jeunes, c'est pour ça que ceux qui favorisent l'immigration en allant chercher par exemple des gens au nom des actions humanitaires ou qui, parce que ce sont de belles âmes, défendent l'immigration. Mais ces gens-là sont des criminels, même s'ils ont les meilleures intentions du monde. Parce que ces gens déracinés qui arrivent chez nous sont profondément malheureux. Ils ne souhaitent pas être délinquants, mais étant déracinés, abandonnés à eux-mêmes, évidemment, ils sombrent plus facilement dans des excès que d'autres. Troisième exemple, l'éducation. Si les hommes sont égaux, il ne faut pas les différencier. Donc évidemment, ça interdit le classement. Il n'y a que chez des attardés comme nous qu'on a encore des classements dans les écoles. Mais il ne faut pas de classement, il ne faut même pas de notes. Ils sont un peu revenus là-dessus, mais à une époque, c'était des lettres. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'université, j'avais un prof qui m'avait mis un petit 0 sur la copie. Alors, je vais le voir, je dis, c'est curieux, vous m'avez mis 0, et pourtant, vous dites dans vos commentaires que la copie n'est pas mauvaise. Ah, j'ai pas mis 0, j'ai mis O. Ah bon? Alors, je connaissais ABCD, mais O, je ne connaissais pas. Mais oui, parce que si c'est au-dessus de la moyenne, je mets O, si c'est en dessous, je mets N. Oui, non. Et je dis, pourquoi le O est petit? Il me dit, parce que si c'est un peu au-dessus de la moyenne, je mets un petit O, et puis plus c'est au-dessus de la moyenne, plus je mets un gros O. Vous vous rendez compte, agrégé de l'université,
Le gars, le pont de l'université qui était là à mesurer la taille de ses hauts, tout ça pour ne pas mettre une note. C'est absurde. Enfin bon. Donc c'est sûr qu'avec une éducation fondée sur de tels principes, c'est le règne de la médiocratie et non pas celui de l'élite. Et cette élite républicaine que la France a connue, c'était un des bons côtés de la République. Cette méritocratie qui permettait aux petits garçons, aux petits-fils d'instituteurs. Prenez l'exemple de ce grand cinéaste là, qui a fait Marius, Pagnol, Marcel Pagnol, qui raconte sa vie dans ses films. On voit ce petit garçon qui est fils d'instituteur, des gens très modestes, et il va faire une carrière phénoménale, il va finir à l'Académie française. C'est ça la méritocratie républicaine, entre guillemets. Eh bien ça c'est impossible aujourd'hui, parce que si vous faites plus de classement, qu'est-ce qui arrive? C'est le plus débrouillard, ou le plus chanceux. Quand vous pensez qu'on est arrivé à faire des sélections par tirage au sort, alors que le seul domaine où il faudrait tirer au sort, ça serait le Parlement. Comme disait Vladimir Volkov, comme ça on aurait la chance d'avoir de temps en temps un député honnête. Concernant l'État, le directeur est venu pour me dire qu'il fallait que je finisse bientôt. Concernant l'État, alors là aussi l'évolution de l'État est très intéressante. Au début, les droits de l'homme vous disent tous les malheurs de l'homme viennent de ce que l'État les empêche d'être libres. Et donc, toute la déclaration des droits de l'homme de 89, c'est l'interdiction à l'État de s'immiscer dans nos libertés et dans nos droits. C'est ce qu'on appelle les droits de la première génération. Mais en toute logique, par la suite, on a dit, mais si on a des droits, l'État doit garantir nos droits. Et pour garantir nos droits, il doit s'investir, il doit rentrer dans la vie sociale, économique. Par exemple, on a découvert qu'on avait le droit au travail. Mais pour avoir un travail, il faut que l'État vous donne un travail. Donc, il crée des fonctionnaires, puisque c'est le seul moyen qu'il a trouvé de créer du travail. Et donc, on a un État qui est de plus en plus envahissant, avec tout ce qui en découle, mais je pense que cela sera traité dans une autre conférence. Et enfin, dernier domaine où les droits de l'homme se sont étendus, c'est l'Église. Et c'est le discours hallucinant du pape Paul VI à la fin du Concile. Voilà comme il dit, la religion, c'est d'ailleurs très juste, la religion du Dieu qui s'est fait homme, donc la nôtre, s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, dit le pape Paul VI, de l'homme qui se fait Dieu. Jusque-là, on ne peut qu'être d'accord. Notre religion qui rencontre l'humanisme. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. Donc on a toute l'histoire du Concile dans cette affaire-là. Donc le Concile prend conscience de l'environnement social de l'individualisme athée, et au lieu de l'anathématiser, comme aurait dû faire un concile, eh bien non, au contraire, il le retrouve. Et le pape termine aussi par cette phrase très importante. Sachez, j'ai très mauvais yeux et j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai du mal à décrypter. Sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Passage, nouvel humanisme. Autrement dit, ce n'était pas la pensée de l'Église avant. Il y a une nouvelle pensée de l'Église. Notre nouvel humanisme, nous aussi, donc nous catholiques, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Nous avons le culte de l'homme. Et il met là le doigt encore sur une chose essentielle, c'est que l'humanisme, le droit de l'hommisme plus particulièrement, c'est une religion. C'est une religion d'abord parce que c'est un ensemble de croyances. Parce que les droits de l'homme sont prouvés par rien du tout. Les droits de l'homme ne reposent que sur le consensus. Tout le monde est pour les droits de l'homme, mais il n'y a pas de preuves. Demandez aux gens de prouver pourquoi les hommes ont des droits, ils ne le savent pas. L'humanité a vécu pendant des millénaires sans avoir les droits de l'homme, mais elle ne vivait pas tellement plus mal. Par exemple, si vous prenez la France du 18e et celle du 19e, on est beaucoup plus malheureux au 19e qu'au 18e. Et pourtant, entre-temps, il y a eu les droits de l'homme. Donc, c'est la création d'une nouvelle religion, et cette religion est totalement opposée. Cette religion est totalement opposée à la nôtre. Alors ça, vous le traiterez dans les ateliers, mais on peut prendre depuis la Genèse jusqu'aux attitudes de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne respecte pas les droits de l'homme. Il ne respecte pas la liberté commerciale quand il chasse les marchands du temple. Il ne respecte pas la finance puisqu'il renverse les tables d'échangeurs. Il n'encourage pas la propriété, il encourage le dénuement. Bref, il interdit le divorce, et il est évidemment contre l'avortement. Donc, il n'y a aucun droit de l'homme dans la vie de notre Seigneur. Et pourtant,
le christianisme a fait infiniment plus pour le bonheur des gens que toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Si tu m'accordes encore les 10 minutes auxquelles j'ai droit, je voudrais terminer en vous disant un droit, illustration pratique, en vous disant comment on peut combattre cette idéologie. Je vous ai montré rapidement, je n'ai pas la prétention pour l'immense majorité d'entre vous de vous avoir appris quelque chose, comment peut-on faire pour combattre cette idéologie délétère et tellement nuisible? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord, ça a été un peu dit déjà tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que nous sommes là confrontés à une idéologie dominante, et plus que dominante, quasi unanime, raison pour laquelle nous sommes tellement détestés. Nous sommes tellement détestés parce que si nous n'étions pas là pour dire que nous ne sommes pas d'accord, ce serait l'unanimité, donc ça serait du domaine de l'évidence. Mais il se trouve qu'il y a quelques personnes qui disent « c'est pas vrai votre histoire, nous n'y croyons pas, votre religion, nous n'y croyons pas », comme les premiers chrétiens, nous ne croyons pas à votre religion païenne. Et vous pouvez nous faire manger par les lions, et on n'y croira pas. Donc il faut nous écraser par tous les moyens. Et il faut bien savoir que même si nous sommes très peu, c'est déjà suffisant pour ébranler toute la multitude. Et je disais souvent ça quand je faisais un séminaire de culture générale, je disais souvent à mes étudiants, méfiez-vous des unanimités. Quand tout le monde est d'accord, c'est jamais surtout aujourd'hui. Même aujourd'hui, si tout le monde est d'accord, vous pouvez être sûr que c'est faux. Méfiez-vous des unanimités. Parce que l'unanimité, c'est le signe du totalitarisme. Si tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Donc déjà, rien que ça devrait vous amener à vous poser des questions. Et le communisme, nous l'avons, les gens de ma génération l'ont vu tomber. Eh bien, le communisme, on croyait qu'il était aussi invulnérable que les droits de l'homme aujourd'hui. Et il est tombé. Donc, ne pas avoir peur. Deuxièmement, alors, concrètement, il faut combattre ce droit de l'hommisme de manière pratique. Et je crois que l'argument le plus efficace en la matière, c'est de montrer que les droits de l'homme ne protègent rien. Ils ne protègent rien. Par exemple, si vous prenez la propriété, ils écrivent dans la déclaration de 89 que la propriété est un droit inviolable et sacré. C'est le seul droit dont ils disent qu'il est sacré. Ils disent les droits en général sont sacrés, mais après quand ils énumèrent les droits, il n'y en a qu'un dont ils disent qu'il est sacré et inviolable, la propriété. Et ils mettent des tas de conditions pour exproprier les gens quand c'est vraiment indispensable, etc. Et puis toujours, il doit y avoir une indemnité. Et au même moment, ils confisquent les biens de l'Église, sans indemnité évidemment, et peu de temps après, ils confisquent les biens des émigrés, de ceux qui quittent. Ils ont le choix entre la valise et le cercueil, comme on a dit à une certaine époque. Donc, quand ils peuvent, ils prennent la valise. Et on confisque leurs biens. Donc, ils disent que c'est un principe sacré, un droit sacré, ils le violent. Donc, depuis le début, ils le violent. Deuxième exemple, alors là, il faudrait des heures et des heures, la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, elle est garantie aux droits de l'homiste. Mais les droits de l'homiste, ils n'ont pas besoin des droits de l'homme pour être libres de s'exprimer. Si en République, vous dites que vous êtes pour la République, si en droit de l'homisme, vous dites que vous êtes pour les droits de l'homme, vous n'avez pas besoin qu'on vous garantisse ce droit. Vous pourrez toujours vous exprimer. Si ces droits de l'homme sont utiles, c'est pour protéger la liberté de ceux qui ne sont pas d'accord. Or, précisément, ce qu'on observe, c'est que depuis la Révolution, ces droits d'expression, cette liberté d'expression a été sans cesse violée. Je n'ai pas le temps de le lire, mais j'ai des textes là, comme la loi des suspects, par exemple, la création du tribunal révolutionnaire, c'est hallucinant. Tout le monde est susceptible d'aller en prison ou à la guillotine. On emploie des termes extrêmement vagues qui permettent d'incriminer à peu près tout le monde. Et ça n'est pas propre à la Révolution, c'est d'aujourd'hui encore. Avec la loi Pleven de 72, qui interdit, sous prétexte d'interdire la haine raciale, qui interdit en fait la critique de la politique migratoire, et dont nous sommes aujourd'hui les débiteurs. Parce que si on avait pu, à cette époque, critiquer la politique migratoire, mais on ne peut pas la critiquer parce qu'on ne peut pas dénoncer les conséquences de l'immigration. Parce que si on disait, à cause de l'immigration, il y a de l'insécurité, on dit, ah oui, donc vous dites que les immigrés sont délinquants, donc vous êtes racistes. Et c'est pas du tout ça, on dit, ils sont déracinés. Ah oui, non, mais comme c'était des juges rouges qui faisaient appliquer la loi, en prison sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 euros. Donc, la loi Pleven, la loi Guesso qui institue
l'histoire officielle. Et là encore, on peut dire tout ce qu'on veut sur ces historiens révisionnistes. Mais si les droits de l'homme existaient, mais précisément ces droits de l'homme, ils devraient se battre pour que ces gens s'expriment. Parce qu'après tout, quel est le fondement de la liberté d'expression? Si vous croyez à la liberté d'expression, c'est que vous croyez au fait que quand deux personnes s'expriment, l'une disant le vrai, l'autre disant le faux, eh bien un honnête homme va aller du côté du vrai. Nous ne sommes pas du tout convaincus de ça. Nous pensons que les idées exprimées peuvent être extrêmement nocives. Nous pensons que le protestantisme a amené des guerres entre catholiques et protestants, qu'on fait quantité de morts. Il y a bien des gens qui ont exprimé des idées. On ne pense pas que les idées sont neutres. Mais eux, ils le pensent. Eux, ils pensent que l'homme est capable de discerner la vérité et l'erreur. Autrement, tout leur système tombe par terre. Alors, si on est capable de discerner la vérité et l'erreur, pourquoi ils interdisent telle ou telle idée? Ce qui, soit dit en passant, a l'effet exactement inverse. Moi, j'ai la conviction que la loi Guesso a fait infiniment plus d'antisémites que tous les livres écrits par tous les révisionnistes de la création. Parce que les gens disent, mais enfin, pourquoi interdire seulement de critiquer ça? La loi Guesso. Plus grave encore peut-être que la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je me place dans leur logique, à eux, vous l'avez compris. Montrer qu'ils nous disent qu'ils sont pour la liberté, qu'ils sont pour la propriété, qu'ils font de la propriété un droit absolu, ils violent cette propriété. Ils disent qu'ils sont pour la liberté d'expression, ils interdisent la liberté d'expression. Mais plus encore, ils disent qu'ils sont pour la liberté d'opinion, ils le disent dans les termes les plus forts qui soient. C'est l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Vous vous rendez compte? On ne peut pas être inquiété pour ses opinions. Mais on est continuellement inquiété par nos opinions, nous. Si je mets mon enfant dans telle école, si je vais à telle messe. Combien de fois je l'ai vu à l'époque où j'étais engagé en politique, le nombre de gens qui me disaient, mais si je m'engage sur ta liste, je vais perdre mon emploi. Ces gens-là étaient inquiétés pour leurs opinions. Donc non, et c'est l'État qui les inquiétait. C'était les organes officiels. Or, l'État, non seulement n'aurait pas dû les inquiéter, mais il aurait dû poursuivre ceux qui les inquiétaient. Et il se gardait bien de le faire. Donc, vous voyez, à travers ces exemples, on pourrait prendre encore la liberté de culte, le droit à la vie que j'évoquais tout à l'heure. À travers tous ces exemples, il est facile de montrer que ces droits de l'homme ne protègent rien. Et que tout ce qu'ils appellent les droits de l'homme peut très bien être protégé par le décalogue. Tu ne voleras pas, ben ça garantit la propriété de tout le monde. Si les gens ne volent pas, les propriétés sont assurées. Pas besoin de dire droit de propriété. Tu ne tueras pas, ça garantit le droit à la vie. Et au passage, le droit à la vie des plus vulnérables. Et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de cela. Alors ensuite, et enfin, je crois, parce que là vraiment j'arrive au bout, il y a quand même des arguments, pas seulement pratiques, mais je vous ai montré dans la première partie qu'on a quand même des biscuits dans cette affaire-là, qu'il y a quand même des éléments de réflexion à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut comprendre toutes les erreurs et toutes les conséquences de ces erreurs. Mais j'ajoute un élément ici qu'on peut utiliser aujourd'hui, me semble-t-il. C'est que la science, je ne suis pas scientifique, mais je m'intéresse un peu à la science, comme je pense beaucoup d'entre vous. Mais la science, elle ne va pas du tout dans le sens des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous apprend la science? D'abord, la première chose qui est frappante, c'est que au moment où apparaît l'humanisme, d'ailleurs au moment de la Renaissance, que découvre la science? Que l'homme n'est pas le centre de l'univers. C'est frappant, ça. On découvre d'abord que ce n'est pas la Terre qui est le centre de l'univers, mais le Soleil. Et là, il nous sort toujours Galilée, qui n'a rien à voir dans cette affaire, puisque c'est Copernic. Enfin, peu importe. Mais il nous sort sur cette affaire. Mais qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que l'homme n'est pas le centre de l'univers. Donc, au moment où on découvre, et puis de plus en plus, on découvre que l'homme n'est pas le centre de l'univers. Parce qu'on dit d'abord, c'est la Terre, puis après on dit non, c'est pas la Terre, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, puis la Terre tourne autour du Soleil. Bon, on n'a pas tout perdu. Mais après on nous dit, oui, mais le Soleil, c'est une étoile. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et puis après on nous dit, sur les découvertes d'Hubble en 1920, on nous dit, mais ces étoiles, il y en a des milliards et des milliards dans une galaxie, et il y a des milliards et des milliards. Alors on dit, mais notre galaxie, elle est au milieu? Pas du tout. Notre galaxie, elle est là-bas dans un coin. Donc on n'est absolument pas au centre de l'univers. Et donc, qu'est-ce que nous dit la science? Que c'est Dieu qui est au centre de l'univers. C'est Dieu qui a créé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Mais l'immensité de Dieu. Quand on sait qu'il faudrait voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, pendant des milliards d'années pour traverser l'univers. La puissance de celui qui a créé tout ça. Donc la science ne va pas du tout dans le sens de cet homme qui n'est rien du tout dans cette affaire.
Rien du tout. Il y a moins de différence entre l'homme et la fourmi qu'entre l'homme et Dieu. Donc, premier élément. Deuxième élément, et j'en finirai par là. Toutes les découvertes génétiques, qu'est-ce qu'on découvre en génétique? Tout ce qu'on croit. À savoir, premièrement, qu'il y a une famille humaine. C'est la découverte du génome. On a tous le même génome. Hommes, femmes, jeunes, vieux, noirs, blancs, tous le même génome. Et en même temps, on est tous différents. La preuve, c'est que si vous laissez tomber un cheveu sur la chaîne du crime, ou même simplement un peu de salive que vous avez mis sur le timbre quand vous avez envoyé votre lettre anonyme, crac, on vous retrouve avec votre patrimoine génétique. Tous pareils et tous différents. Exactement ce qu'on croit. La différence entre les hommes et les femmes. Pendant longtemps, on a cru que c'était la différence sexuelle. Donc, les femmes, elles sont ceci qu'on n'a pas ou cela qu'on a. Bon. Mais aujourd'hui, on sait quoi? Mais qu'on est tous différents dans chacune de nos cellules. Chaque cellule masculine est différente de chaque cellule féminine. Et c'est là qu'ils veulent nous dire que les hommes et les femmes, c'est pareil et que c'est une affaire de genre. Mais ils se fichent de notre figure. On est complètement différents. D'ailleurs, tous ceux qui sont mariés savent que les hommes et les femmes sont complètement différents. Bon. Et enfin, et ça rejoint ce que disait le frère Laurent tout à l'heure, le combat qu'on a amené, c'est un combat spirituel. Exactement comme le combat contre le communisme. Quand Pie XI a écrit sa belle encyclique, sa très belle encyclique Divini Redemptoris, à la fin, il a dit, c'est le diable qui est derrière, en substance. Hein. Il a dit beaucoup mieux que ça, mais ça revient au même. Il a dit, c'est le diable qui est derrière tout ça, et le seul moyen de combattre le diable, c'est d'avoir la force de Dieu, et donc de recevoir les sacrements, de prier, de se sacrifier, etc. Et donc c'est exactement ce qu'on nous a dit en ouvrant cette conférence. L'essentiel, c'est de se battre en ayant d'abord et avant tout les armes de l'esprit, je veux dire de l'Esprit Saint.